Bienvenue sur la télévision Futur Média, édition spéciale consacrée à la déclaration de politique générale du Premier ministre Amadou Ba, faite aujourd'hui à l'Assemblée nationale devant les parlementaires. Les débats ont été très animés, les débats qui viennent de prendre fin d'ailleurs sur ce plateau pour faire le débrief de cette journée riche. Souleymane Niang, bonsoir Souleymane. Bonsoir Chérif, bonsoir à nos chers téléspectateurs. Une journée riche et très longue, comme d'habitude, lors de ces déclarations de politique générale du Premier ministre. Mais c'est un exercice sain, puisque c'est l'occasion justement de confronter les idées, surtout dans le contexte nouveau que nous avons à l'Assemblée nationale, avec un rapport de force un peu plus équilibré entre le gouvernement ou le pouvoir, la majorité présidentielle, et l'opposition, avec un temps de parole accru pour les représentants justement de l'opposition qui ont le temps de développer collectivement des points sur la déclaration de politique générale, ce qui a été dit et surtout ce qui n'a pas été dit. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a eu beaucoup de choses dites, notamment en termes de bilan du PSE, phase numéro 1, PAP 2, PAP 2A, etc. Et les projections sur l'avenir. Mais ça, c'est le côté bilan et projection, mais beaucoup de questions qui n'ont pas été évoquées. Je suis très heureux que ces questions, parce que moi-même, depuis ce matin, j'avais une page, ou plusieurs pages, où je notais les choses qui n'avaient pas été dites et qui me semblaient importantes à évoquer. On va revenir là-dessus. Et justement, l'opposition s'est fait le devoir, justement, de pointer ces points-là. Au total, tout a été évoqué. Est-ce que les réponses ont été satisfaisantes? Il y a l'évaluation de l'opposition sur cette question, la réponse de l'opposition. Il y a aussi la réponse de l'opinion du peuple, bien naturellement. On va revenir et sur les points qui n'ont pas été évoqués, mais aussi sur les projections, puisqu'il faut se tourner vers l'avenir. En tout cas, c'est la promesse de ce gouvernement de consolidation, comme il l'a dit lui-même, Amadou Ba, donc je le disais, qui a prononcé sa déclaration de politique générale ce matin. Il se dit être à la tête d'un gouvernement de consolidation des réalisations sur 10 ans, consolidation des performances économiques, diplomatiques, sportives, consolidation des acquis sociaux également, consolidation, pour terminer, de l'État républicain. Retournons à l'Assemblée nationale avec ce point réalisé par Fatou Kinedem. Devant l'hémicycle, le chef du gouvernement a tenu tout d'abord à rendre hommage à ses prédécesseurs, aux guides religieux, aux forces de défense et de sécurité, avant de dresser un bilan positif du président Macky Sall. Amadou Ba fit appel à une synergie d'action, à un dialogue contradictoire pour l'intérêt général. Il invite les élus à taire les rivalités afin de promouvoir la bienveillance et l'élégance, quelles que soient les colorations politiques. Honorables députés du peuple, lorsque nous sollicitons le suffrage de nos compatriotes, nous le faisons sous la bannière de nos partis ou coalitions de partis. Mais le choix du peuple possède cette magie de transformer l'élu partisan en député du peuple. C'est une opportunité inédite qui nous est offerte pour prouver à la nation l'amour que nous lui portons. Plus d'une fois dans l'histoire, les Sénégalaises et les Sénégalais ont su faire preuve de grandeur pour taire les divergences du moment, au prix du sacrifice de leurs intérêts ou au péril de leur vie. De la réduction des prix des denrées de première nécessité, en passant par les réalisations du plan Sénégal émergent, le Premier ministre décline la feuille de route du gouvernement de combat, l'éducation et la formation, la santé au cœur des préoccupations. La mise en œuvre du programme de couverture maladie universelle à partir de 2015, en vue de porter le taux de couverture du risque maladie de 20 à 53% et d'améliorer l'accès aux soins pour tous et de relever le taux de couverture de l'assurance maladie de 20 à 75%. L'éducation sera ainsi au premier plan de notre action. Et j'entends m'y intéresser personnellement
d'abord par conviction et ensuite par devoir. Le gouvernement s'attellera à bâtir l'école du futur, comme l'a indiqué le chef de l'État. À cet égard, il poursuivra l'œuvre de rénovation entreprise afin de mettre en valeur notre plus importante ressource, le capital humain. D'autres aspects soulevés dans cette déclaration de politique générale, la modernisation de la justice, le renforcement de la sécurité et la stabilité sociale. Les défis sécuritaires persistent dans la région du Sahel en raison de la recrudescence des attaques terroristes et de l'élargissement progressif des zones d'influence des organisations extrémistes violentes. Au plan politique, des coups d'État ont affecté l'ordre constitutionnel dans certains pays de la sous-région, même si des avancées ont été notées dans le processus de transition ces derniers mois, principalement en raison du rôle éminent joué par la CEDEAO et l'Union africaine. Soyez rassurés que la défense de l'intégrité territoriale sera garantie, car il s'agit d'un principe inaliénable et non négociable. Un gouvernement à l'écoute des populations, des jeunes. L'un des défis majeurs étant aussi de motiver, d'impliquer la jeunesse dans les politiques de développement, rappelle le Premier ministre. D'autres questions tout aussi importantes ont été également évoquées. On va en venir tout à l'heure, Souleymane, mais avant d'évoquer plus largement les points qui n'ont pas été soulevés par le Premier ministre, qui étaient attendus au Parlement aujourd'hui, juste un mot sur les questions de bonne gouvernance. On ne l'a pas trop entendu sur ces sujets-là. C'était une attente forte. Heureusement, des membres de l'opposition, des parlementaires, membres des groupes parlementaires de l'opposition, ont soulevé cette question, au premier desquels le député Serigne Mbacké Abo Thiam, oui. Qui a souligné que le Premier ministre n'avait pas évoqué les questions de bonne gouvernance, et d'autres députés ont marché sur ces pas, parce que cette année 2022 a été quand même marquée par un certain nombre de rapports qui ont été publiés, sur lesquels on a peu entendu le gouvernement, et on avait espéré que dans la déclaration de politique générale du Premier ministre, à défaut d'être très précis, parce qu'il y a certains dossiers qui font l'objet de la saisie de la justice, d'une saisine de la justice. De la justice, et tenant compte également des rapports qui sont sortis récemment. Mais c'est une déclaration de politique générale, on n'est pas obligé d'entrer dans certains détails, mais on peut quand même décliner la doctrine du gouvernement et la feuille de route du gouvernement sur ces questions qui sont du reste fondamentales pour ce qui va venir dans les années à venir. Donc le rapport de l'ARMP qui a été les beaucoup rapports discuté, 2020 et 2021. Exactement, la question de l'achat d'armes, les 45 au ministère de l'Environnement. Au ministère de l'Environnement, les rapports qui ont été publiés par la Cour des comptes. C'est tant de questions. Évidemment, on a évoqué toutes les réformes qu'il y aura dans le domaine de la justice, mais c'est abordé indirectement et même éludé d'une certaine manière ces questions qui étaient très très attendues, et in fine, on n'en saura pas davantage, malgré les appels du pied et les appels ouverts de l'opposition. Et surtout le calendrier électoral qui se profile, tenant compte que l'année prochaine sera une année préélectorale. Exactement. L'élection présidentielle est prévue dans les 2-3 premiers mois de l'année 2024. Si tout se passe bien, ce sera en février 2024. Et février 2024, c'est au tout début de l'année 2024. Donc la préparation de cette élection, matérielle, logistique, etc., elle se fera essentiellement en 2023. Mais surtout, il y a la question quand même du dialogue politique nécessaire avant cette élection présidentielle. On a eu un dialogue politique avant les élections locales et avant les élections législatives, mais certains points de ce dialogue politique n'avaient pas été complètement vidés. On avait espéré également que parmi les réformes et parmi les actions annoncées pour 2023, il y aurait cette dimension. Le Premier ministre appelle à beaucoup de concertation. Concertation sur les libertés, les libertés politiques notamment, liberté d'opinion, liberté d'expression, liberté de presse. Il a appelé clairement à une concertation en 2023.
il appelle à une concertation sur d'autres questions, notamment en prélude. Et ça, c'est important. Il a annoncé la réforme du Code des impôts. Oui. On va revoir la fiscalité et au préalable, il appelle à une large concertation avec tous les protagonistes. Absolument. Par contre, sur le dialogue politique, pas un mot, alors que c'était l'occasion, y compris pour évoquer cette question. Évidemment, on ne videra pas la question du troisième mandat dans un dialogue politique, mais il est évident qu'il y a encore des choses à discuter au plan politique pour avoir des élections ou une élection présidentielle apaisée en 2024. Libre et transparent. Il n'y a pas eu un mot là-dessus. On s'arrête maintenant sur les autres sujets qui ont également été abordés par le Premier ministre Amadou Ba, qui a donné des orientations relatives à des réformes sur le plan Sénégal émergent. Vous l'avez dit tout à l'heure, Souleymane, une réforme qui va prendre en compte les revenus issus de l'exploitation pétrolière et gazière. On va en parler parce qu'il y a une nouvelle date. Alors, c'est passé inaperçu. Oui. Le Premier ministre dit que finalement, le premier baril, le premier gaz de GTA, le Grand Tortue Armeïm, exactement, Armeïm, c'est prévu dans le premier trimestre de 2024. On va de report en report, et d'ailleurs des reports non officiels, non annoncés officiellement. J'avais eu écho, personnellement, d'un retard reconnu, notamment par Cosmos, parce que parfois on est obligé de s'informer indirectement, et dans le rapport, dans le dernier rapport trimestriel fait par Cosmos à ses actionnaires, il est évoqué des problèmes, des retards qui sont dus à beaucoup de choses. Mais il y a eu des intempéries, par exemple, sur le port, où on est en train de construire la grande infrastructure qui sera sur place pour l'exploitation et la liquéfaction du gaz. Il y a eu un problème et Cosmos prévoyait déjà un autre report vers le quatrième trimestre de 2023. Et voilà que le Premier ministre, ce matin, subrepticement, nous annonce que le premier gaz est prévu 2024. Premier trimestre 2024. Mais attention, il faut en tirer toutes les conséquences pour 2023. Je ne sais pas quelle proportion de revenus attendus de GTA a été budgétisé dans le budget 2023. Parce que n'oubliez pas, on nous a annoncé une 50aine de milliards de francs CFA provenant de l'exploitation du pétrole et du gaz. Absolument. Évidemment, nous avons Sangomar. Et là-dessus, le Premier ministre dit que les premiers barils de Sangomar sont attendus dernier trimestre 2023. C'est clair. Là, il n'y a pas de changement. En tout cas, on apprend aujourd'hui que c'est dernier trimestre 2023. Pas de problème. Mais je pense que les revenus attendus du pétrole et du gaz concernaient également GTA, et dès lors que le premier gaz de GTA, comme l'a annoncé le Premier ministre très rapidement, est attendu le premier trimestre de 2024, à partir de ce moment-là, est-ce qu'on va revoir en tout cas les revenus attendus dans le budget 2023. Il y aura des incidences budgétaires logiquement, mais on verra ce que les ministres concernés, le Premier ministre lui-même et peut-être d'autres acteurs nous diront sur cette question-là. Absolument, et c'est une question effectivement qui mérite d'être creusée. Le Code général des impôts également, vous en avez parlé, sera également évalué après 10 années d'existence. Une réforme fiscale qui sera soumise à des concertations inclusives de grands axes définis par le Premier ministre pour dérouler sa feuille de route devant les parlementaires. Revenons sur les autres points avec Aminata Mbarisso. C'est une des orientations phares dans la déclaration de politique générale du Premier ministre. Le gouvernement du Sénégal va procéder à une réécriture du plan Sénégal émergent. La nouvelle version devrait prendre en compte les enjeux actuels relatifs entre autres à l'exploitation du pétrole et du gaz. Une nouvelle donne pour que l'économie sénégalaise puisse tirer davantage profit des ressources pétrolières et gazières. Le nouveau document du plan Sénégal émergent devrait être finalisé au courant du premier semestre
trimestre de l'année 2023. Autre axe saillant dans la déclaration de politique générale du Premier ministre Amadou Ba, la mise en place d'une réforme profonde sur le Code général des impôts. 10 ans après la dernière réforme fiscale, une évaluation et une réadaptation du Code général des impôts est engagée pour faire face aux enjeux actuels. Pour ce faire, de larges concertations seront ouvertes dans une démarche inclusive. À propos de la lancinante question des inondations, le gouvernement du Sénégal prévoit un nouveau programme multisectoriel de lutte contre les inondations. Un plan qui sera déroulé sur la période 2023-2033. Dans sa politique de soutien aux ménages vulnérables et à la baisse du coût de la vie, 157 milliards de francs CFA est le montant global dépensé en 2022 pour la stabilisation des produits et services de grande consommation, des produits tels que le blé, l'huile, le sucre, le riz et le maïs. Pour 2023, un montant de 450 milliards est prévu au titre des subventions. Sur 450 milliards de francs CFA, 350 milliards seront consacrés à l'énergie. Le projet des 100 000 logements est également pris en compte dans la déclaration de politique générale du Premier ministre. Les premiers lots devraient être livrés avant le 31 décembre 2023. Merci beaucoup Aminata. Le Premier ministre Souleymane qui a parlé de la plus grande ressource selon lui qui est le capital humain, qui a parlé également des 100 000 logements, en tout cas de la consolidation des acquis sociaux de façon globale. Sur ce plan, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des avancées notoires? Personne ne peut nier que peu importe d'ailleurs la période considérée, que ce soit la phase numéro 1 ou la phase 1 du PSE, que ce soit ces dernières années après la crise du Covid, etc., que ce soit depuis le début du mandat du président Macky Sall, personne ne peut nier qu'il y a des avancées réelles. Il faut les reconnaître, sinon on tombe dans le nihilisme. Il faut reconnaître qu'il y a des avancées. Il y a même une certaine pertinence, une pertinence réelle dans la vision. Les grandes orientations, les grands axes du PSE sont des axes naturellement pertinents. Il fallait transformer fondamentalement la structure de notre économie. On n'en a pas fini avec cet axe-là. On y est encore. Il y a du travail à faire. Heureusement que le Premier ministre le reconnaît. Beaucoup de choses à faire. Et ça va s'étaler encore sur des années. Et ça va probablement transcender le régime en cours. Évidemment, l'axe 2, le développement du capital humain, était un axe fondamental, avec un très grand défi. Et l'un des députés de l'opposition l'a évoqué avec beaucoup d'à-propos, Abambaye pour ne pas le On va revenir sur les croix démographiques qui les déclarations, les réactions des députés. Oui, mais sur ce point du développement du capital humain et en relation avec également la transformation structurelle de l'économie, notamment dans la partie relative aux infrastructures, le croît démographique est beaucoup plus rapide, beaucoup plus significatif, beaucoup plus important que la croissance dans tous ces domaines-là, et c'est un défi réel. Mais ça, c'est pas nouveau, et c'est une autre paire de manches, la croissance démographique. Après, c'est un sujet concerne sensible. Beaucoup d'autres pays africains, pas forcément le Sénégal. C'est un sujet sensible parce que les solutions qui jusqu'à présent ont été préconisées et qu'on ne préconise plus d'ailleurs, on a inversé un peu la perspective. Au lieu de parler maintenant de limitation des naissances, de rationalisation démographique, etc. On parle de capture du dividende démographique. Comment tirer profit de cette opportunité qui est offerte? De la démographie on en est loin parce que on n'éduque pas suffisamment, on n'intègre pas suffisamment, on ne crée pas suffisamment d'emplois et il est difficile dans ces conditions de saisir le dividende démographique. Alors, je le disais tantôt, on va revenir sur les réactions des parlementaires en marge donc de cette déclaration de politique générale du Premier ministre Amadou Ba, mais on ne peut pas ne pas évoquer les questions économiques. Là aussi, il a annoncé beaucoup de chiffres. Quel est celui qui vous vient en tête et qui vous paraît important? Il faut d'abord signaler qu'il était dans sa zone de confort.
on voit tout de suite que c'est sa tasse de thé. Tout à fait. C'est le domaine dans lequel il se sent le plus à l'aise. Et il y a eu cette polémique, cette controverse qui n'est pas très importante, mais sur la dette, sur la question de la dette. Et je suis toujours étonné que nos autorités continuent à minimiser la question de la dette. Évidemment, si on prête au Sénégal, c'est parce que il y a en grande partie la qualité de la signature du Sénégal. C'est la réponse qui est envoyée à qui veut entendre. La signature du Sénégal est bonne. Rappelons qu'on frôle les 70%. On dépasse allègrement les 70%. Voilà, de l'administration centrale aujourd'hui. Tout dépend de la base de calcul. Ce qui se passe, c'est que certains, et d'ailleurs le député Abdoumbo a évoqué ce chiffre de 67%. Oui. Les 67%, c'était le rapport entre la dette de l'administration centrale, la dette du gouvernement, les obligations, la dette intérieure, etc., par rapport au PIB. Mais si on considère la dette globale, qui englobe également la dette des sociétés nationales, des démembrements de l'État, y compris les collectivités territoriales, le président de la République il en a parlé d'ailleurs. Hier, lors il a un peu tiré la sonnette d'alarme de la décentralisation. Il a oui. attiré l'attention des collectivités locales sur le fait que leurs dettes, leurs engagements engageaient l'État central. L'État du Sénégal, et que c'était calculé dans la dette globale de l'État. Et c'est cette dette globale qui a atteint, qui a crevé les plafonds, qui a atteint 75%, dépassant allègrement le critère de convergence de 70% du PIB. Mais en même temps, est-ce que ça ne freine pas aussi le développement de ces collectivités? Parce que... Évidemment. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'elles doivent faire du PPP pour avancer, ces collectivités. Ce sera de la dette. Oui. Ce sera de la dette. Et aujourd'hui, ce qui inquiète, c'est la progression exponentielle de la dette. Rien que le service de la dette. On est passé de... il y a eu 74 milliards entre 2022 et 2023 sur le service de la dette. Alors, comment expliquer que ça n'inquiète pas du tout, mais alors là, pas du tout, les autorités, en commençant par le président de la République. Il n'est jamais inquiet par, en tout cas, non, la mais dette. En vérité, il y a un décalage entre le discours et les actes. Parce que les actes, c'est quoi? Les actes, c'est que le Premier ministre le reconnaît lui-même. À partir de l'année prochaine, on va commencer à diminuer la dette. On ne peut pas dire qu'on n'est pas gravement endetté, parce qu'on a quitté quand même un profil, un risque de surendettement de faible à modéré. Et tenez-vous bien ce qui s'est passé. C'est qu'on a confié à la Banque mondiale et au FMI une analyse de la viabilité de la dette. C'est un travail sérieux qui a été fait et c'est à l'issue de ce travail que ces institutions ont déclassé un peu le Sénégal de risque de surendettement faible à risque de surendettement modéré. Le mot modéré est trompeur ici, parce que quand vous dites modéré dans l'absolu, les gens ont tendance à penser que modéré, ça veut dire que c'est pas grave. Non, on a quitté le profil de risque de surendettement faible à risque de surendettement modéré, ce qui fait que si on continue sur cette trajectoire, on va aller à droit dans le mur. Élevé. Alors, juste un dernier mot, si vous permettez. Allez-y. Donc, je vous disais que on est passé de 350-360 milliards de services de la dette par an, c'est-à-dire l'année 2022, à 425, quelque chose comme ça, 74 milliards qui se sont ajoutés au service de la dette. Ça, c'est le service de la dette. C'est les intérêts, les commissions, ce genre de choses. C'est compte non tenu du principal. Le principal, on a quitté 800 millions pour arriver à 1000 et quelques milliards. 800 milliards à 1000 et quelques milliards. Ça veut dire, le principal de notre c'est l'amortissement, ce qu'on appelle l'amortissement. Le principal de notre dette, le remboursement annuel, a explosé. Les intérêts et les commissions ont explosé. Et on vient nous dire qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Et en même temps, on nous annonce que de toute façon, cette trajectoire-là, on doit l'emprunter. Il va falloir diminuer la dette parce que sinon, ça ne sera pas supportable. On ne peut pas continuer à payer autant en intérêts, d'où d'ailleurs la notion de marge budgétaire. Pourquoi on va diminuer la dette? C'est parce que justement, combiner
à l'élargissement des recettes ou à l'augmentation des recettes, on va gagner des marges de manœuvres budgétaires qui vont nous permettre de faire un peu plus au plan social, etc., en termes d'investissement, mais surtout à faire face aux chocs exogènes qu'on a connus. On a connu la guerre entre la Russie et l'Ukraine avec toutes les conséquences économiques qu'il y a eu. On a connu le Covid et chaque fois on a dû aller tendre la main pour avoir des dons budgétaires, des appuis budgétaires ou alors des allocations exceptionnelles de droits de tirage spéciaux du FMI. On ne peut pas dans ces conditions-là dire qu'il ne faut pas s'inquiéter de notre endettement. Il faut bel et bien s'inquiéter. Et c'est ce qui s'est encore passé lors du séminaire, la 5e édition du séminaire France-Sénégal. 100 milliards d'appui budgétaire. Ça apporte de l'eau à votre moulin, Souleymane. La croissance également, on en parle, les députés l'ont évoqué en marge de cette rencontre, la croissance, l'équité territoriale, la question de la sécurité nationale, les réformes du plan Sénégal émergent évoquées par le Premier ministre Amadou Ba. Voici les réactions des députés de tous bords recueillies par nos équipes. C'est une chance pour nous, parce que ça, aujourd'hui à l'Assemblée nationale, nous voyons que c'est la démocratie sénégalaise qui est là. Elle est vivante. Sur la déclaration de politique générale du Premier ministre, il y a un collègue que j'ai répondu tout à l'heure. Parce que quand les gens disent que la croissance ne se mange pas, je lui ai dit, mes chers collègues, quand tu as pris ta voiture de chez toi à l'Assemblée nationale, le carburant que tu as utilisé, avec le litre de gasoil, l'État a donné plus de 400 francs pour que tu achètes le litre de gasoil. Quand tu l'as consommé, les étudiants qui n'achètent que 75 francs de 100 francs de déjeuner, l'État, il y a la croissance. Les salaires qu'on a augmentés, c'est la croissance. Comme je l'ai dit dans mon intervention, il n'y a pas de nouveauté, puisque les choses qu'il nous a présentées, c'est d'habitude ce qu'on sait des actions du gouvernement. Nous l'avons interpellé par rapport à l'insécurité. On l'avait dit en commission et en plénière, l'insécurité est un problème qui gangrène le Sénégal. Il était temps qu'on écoute quelqu'un à l'Assemblée nationale pour pouvoir s'orienter. Ce DPG nous avait manqué presque pendant 3 ans. Aujourd'hui qu'il est venu, nous attendons que sa déclaration soit des réalités au lieu de déclarations de livres ou de papier. On a une équipe gouvernementale prompte à répondre aux préoccupations des Sénégalais sous la vision éclairée de son excellence le président Macky Sall. Il y a eu beaucoup de réalisations. Le bilan est élogieux. Vous avez pu constater, comme nous tous, ce qui a été réalisé en termes d'équité territoriale. Ce que j'ai retenu dans le document, c'est des réalisations en matière d'inondation. Et la commune précitée dans le livre est la commune du maire actuel, qui est le vice-ministre, on peut l'appeler comme ça, le ministre délégué en charge des inondations. Je pense que essayage ne veut pas que quelqu'un qui veut faire de l'équité commence par sa propre personne. Mame Diarra Fam, députée de l'opposition. Les questions politiques, justement, Souleymane, un mot sur les questions politiques. Et rappelons d'ailleurs qu'une motion de censure a été annoncée par Birame Souleye Diop, qui est le président, qui est président d'un groupe parlementaire, qui a annoncé une motion de censure. Ça aussi, c'est un élément à prendre en compte, et surtout pour connaître la suite. Oui, dans son intervention, il l'a clairement dit. Il a prévenu le Premier ministre qu'une motion de censure sera déposée sur la table du président, de la conférence des présidents, pour être plus précis, qui va statuer sur cette demande dans les délais prévus et va décider de la suite à donner à cette motion de censure. Si on va poursuivre, etc. Et ça, évidemment... Est-ce qu'on pourrait aller vers un renversement du gouvernement ou pas? L'avenir nous dira, tout dépendra. Le rapport de force, encore une fois, est relativement équilibré. Est-ce que tous les députés de l'opposition, parce que pour qu'une motion de censure passe, d'abord il faut que ça passe l'étape administrative de la conférence des présidents. Il faut se déposer dans les délais, dans les formes, etc. Il ne faut pas qu'il y ait de vice déjà pour que ça puisse passer. C'est une idée d'ailleurs qui a été agitée par Abdourahmane Diouf, président du parti Awalé, effectivement. Voilà. Pour lui, ça peut marcher. Oui, alors ça peut marcher, ça veut dire que la motion de censure peut réunir 83
députés, la majorité absolue. 82 plus 1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faudrait que l'opposition, au sens large, fasse le plein et bénéficie éventuellement des non-inscrits, du vote des non-inscrits, et éventuellement même d'un député de la majorité. Tout le monde pense à Madame Aminata Touré, par exemple, etc. Donc les chances sont réelles, mais c'est pas gagné d'avance. Parce qu'il y a tellement d'obstacles à franchir. Et de manœuvres politiques. Mais encore une fois, c'est tout l'intérêt de la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale en termes de richesse procédurale, en termes de richesse des débats, en termes aussi de variation. Le député Mamadou Lamine Diallo s'est désolé de ce qu'il a appelé un peu du niveau de cette déclaration de politique générale et des débats qui ont suivi. Mais si on prend l'autre aspect, c'est-à-dire le temps qui a été donné à l'opposition, les questions diverses qui ont été évoquées, et éventuellement l'utilisation, c'est quand même des rares occasions où on a eu une opposition qui s'apprête à déposer une motion de censure avec des chances réelles que ça passe politiquement. C'est quand même très très intéressant. Nous allons revenir là-dessus pour connaître l'issue de cette motion de censure, rappelons-le, qui a été évoquée par le député maire Biram Souleye Diop. On va finir, Souleymane, encore une fois sur les questions économiques et les chiffres qui ont été avancés, mais surtout sur leur certification. Par moment, dans la communication du gouvernement, on a l'impression qu'il y a un double discours sur les chiffres. C'est très frappant. Oui. Les chiffres que les autorités nous donnent, évidemment. Juste l'exemple, par exemple, des céréales. Oui. Le Premier ministre nous annonce qu'on a eu 3 400 000 tonnes de production céréalière. Alors que l'année dernière, le ministre de l'Agriculture avait parlé de 4 millions. Nous avait annoncé que l'objectif était de 4 millions. Oui. Devant l'Assemblée nationale, en plénière, lors de l'examen du budget de son département, le nouveau ministre de l'Agriculture, Aly Ngouille Ndiaye, a tenu un discours de vérité en disant que la production allait baisser, la production totale de céréales. Après, il explique pourquoi. Donc on se retrouve souvent avec des chiffres qui se contredisent ou qui ne sont pas mis en contexte. Je donne un chiffre bête. Ça peut être par exemple le PIB. On a le PIB nominal. Oui. Sur lequel on calcule un certain nombre d'agrégats parce qu'il faut tenir compte des prix réels, des prix courants. Absolument. Et il y a le PIB réel, il faut calculer ce PIB avec des prix constants de l'année 2014 puisque c'était l'année de base de calcul des agrégats de la comptabilité nationale. Soit dit en passant, le Premier ministre nous annonce que l'année prochaine, on va changer, on va rebaser justement cette année. Alors on était passé de 2009 à 2014, donc 5 ans. Si on garde la même logique, peut-être que la nouvelle année de base de calcul des agrégats de la comptabilité nationale, ça peut être 2019. J'espère que ce sera 2019 parce qu'au-delà, on va se retrouver avec des prix complètement exagéré parce qu'il y a eu l'inflation qui a commencé à monter et tout. Et à ce moment-là, alors il y a un côté positif et un côté négatif. Parce que quand on calcule justement le PIB réel sur la base de prix élevés, le PIB lui-même, il va être très très important. Oui. Mais après, quand vous faites le ratio par rapport à certains agrégats, la base est tellement large que vous allez vous retrouver avec des chiffres trop petits. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner, mais il y a eu beaucoup de choses comme ça. Sur la certification des chiffres. Alors, l'ANSD joue un rôle très important. Alors, on a un système statistique. Les statistiques sont produites par l'ANSD, par les départements, l'agriculture, où on a une direction
des statistiques en quelque sorte au ministère de l'Agriculture. Il y a d'autres ministères de la Santé produisent des statistiques et tout ça est agrégé, est traité, certifié d'une certaine manière sur la base quand même de normes, d'une base éthique qui engage justement des structures comme l'ANSD. Et je pense que... alors, un autre exemple qui m'a frappé. Par exemple, le Premier ministre évoque les bourses familiales. Oui. Okay? Il y avait une annonce. L'annonce, c'était qu'il y aurait 43 milliards qui seraient distribués à 543 000 familles. Oui. D'accord? Ça, c'est ce qui avait été annoncé. Mais est-ce que c'est ce qui est effectif? Parce que je sache, il y a eu quand même des problèmes dans la distribution de cette manne financière. Il y a eu des retards, il y a eu des dysfonctionnements qui ont été reconnus par les ministres concernés, par le Premier ministre, par le Président de la République. Tout le monde s'est engagé à apporter les corrections cette année et l'année prochaine, etc. Mais on nous resserre les mêmes chiffres, comme si c'était effectif, complètement fait, alors que ce n'est pas souvent le cas. Donc parfois, on nous donne du nominal, on nous donne des chiffres, disons, théoriques, des projections, des objectifs, et on nous les présente comme des réalisés, alors que ce n'est pas toujours le cas. Alors que nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau. Nous devons aussi faire attention. Oui. C'est pour ça que des nouvelles formes, des innovations éditoriales ont été apportées, par exemple, dans le travail des journalistes. Oui. Quand on parle de fact-checking, c'est absolument ça. C'est-à-dire, quand des chiffres nous sont donnés, on doit se donner le temps aussi de faire des recherches pour certifier, parce que ça clarifie le débat. Sinon, on se retrouve avec une foire d'empoigne, où certains prétendent des choses et d'autres démentent, et personne ne sait où se trouve la vérité. Et voilà un pavé jeté dans la mare des confrères, comme on dit. Et absolument. Bon, après, il s'est passé beaucoup de choses. C'est pas la peine de revenir là-dessus. C'est un linge sale qu'on va laver et je suis un peu surpris aussi qu'on n'ait pas parlé un peu de la situation de certaines sociétés nationales. Oui. On a parlé de la Sénélec. Oui. Évidemment, on va aller vers le dégroupage, la filialisation, et ça, c'est heureux. Oui, et la nouvelle centrale, parlons de la Sénélec, il y a la nouvelle centrale qui va coûter 262 milliards de francs CFA. Oui, c'est un financement sénégalais et qui va fonctionner au gaz. Ça me fait penser également aux conséquences à l'exploitation du gaz qui est annoncé désormais pour le premier trimestre 2024. Est-ce qu'il y aura des conséquences également? On va voir ce que tout cela va donner. Vous avez parlé de la corporation Souleymane. Rappelons qu'il s'est passé un petit incident à l'Assemblée nationale pour la libération de Pape Alé-Niang. Des journalistes venus couvrir la déclaration de politique générale n'ont pas manqué de manifester leur soutien à leurs confrères. Arrêté, vous le savez, depuis le 6 novembre, le patron du média privé Dakar Matin, notamment accusé de diffusion d'informations militaires et diffusion de fausses nouvelles. Ses avocats, vous le savez, avaient déposé vendredi une demande de liberté provisoire pour le journaliste Pape Alé-Niang. Nous pensons à lui et à sa famille. Merci Souleymane de m'avoir accompagné dans cette édition spéciale. Restez avec nous. Un peu plus tard, Pape Mangane Diagne va revenir sur cette forte actualité naturellement dans une autre édition spéciale en Wolof cette fois. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.